Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure concernant l'éducation de vos enfants, bien évidemment, avec à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et national, et c'est toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Tout va bien? Tout va très bien. Je suis en pleine forme cette semaine, attention. On est parti pour le sommaire de cette émission sans plus tarder Le Mag qui vous emmène aujourd'hui à la découverte de la Verrière. L'heure est plus que jamais à la reconstruction, et cela un an après les émeutes qui avaient réduit en cendres pas moins de 2 écoles. Comment s'est passée la rentrée? On posera la question dans quelques instants à monsieur le maire ici présent. La Verrière à fond sur le numérique avec plusieurs dispositifs, dont notamment une plateforme gratuite de soutien scolaire. Les précisions également dans ce mag. Et puis dans chaque mag, vous le savez, c'est pas un secret, c'est pas une surprise, il y a une loupe avec l'ami Alix. Oui, et je vous parle d'un musée itinérant. Il s'appelle MUMO et il fait étape dans les Yvelines. Je connaissais le MoMA, mais il y a aussi MUMO. Le MUMO. J'ai hâte de voir ça. On y va. Bonjour Nicolas Dainville. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que ça fait quoi, les 8 mois qu'on ne s'est pas vus? On s'était vus à l'AMF. Au Salon des maires. Au Salon des maires, le congrès des maires, effectivement, les maires qui étaient pas en colère, ça allait un petit peu mieux, mais c'est vrai qu'on est toujours un petit peu inquiet concernant les dotations et le budget. Et qui dit budget pour vous, c'est quand même assez essentiel, puisque c'est vrai que... Alors, on va parler bien sûr de la reconstruction. J'ai dit en préambule, effectivement, qu'il y a eu bien sûr ces émeutes il y a un an, vous vous en souvenez, et la Verrière avait été particulièrement touchée. On vous avez beaucoup vu dans les médias. 2 écoles étaient littéralement parties en fumée. On va parler reconstruction dans un instant. Mais avant cela, j'aimerais savoir si vous avez participé à cette parenthèse enchantée cet été. Est-ce que la Verrière, tout comme la région Île-de-France, tout comme la France tout court, a retrouvé le sourire à l'occasion de ces JO Paris 2024 ? Affirmatif. Ouais. La Verrière, on a été labellisé Terre de Jeux. J'ai vu. Et donc, on a pu distribuer une centaine de billets à nos habitants et faire participer nos seniors, nos jeunes du conseil municipal des jeunes, nos habitants dans leur ensemble à ce magnifique événement planétaire. Certains sont allés dans les fan zones aussi. Il y a une fan zone pas loin. La fan zone de Saint-Quentin-en-Yvelines, la plus grande fan zone des Yvelines, avec près de 50 000 visiteurs sur la période, ce qui est considérable, avec une organisation extraordinaire des bénévoles qui ont été impressionnants. Et puis, 50 ans en Yvelines, on a vibré avec la colline d'Elancourt, sur le VTT, première médaille d'or française, le vélodrome, vélo sur piste, le golf. Non, mais vous étiez gâtés, vous. Également, sur le papier, vous étiez gâtés, mais alors jusqu'au bout, avec les médailles, les résultats. Le BMX avec les 3 médailles. Les 3 médailles, incroyable. Donc, on a été extrêmement gâtés, 50 ans en Yvelines, terre de jeu, terre de performance, terre de rêve. Donc ça a été une parenthèse enchantée. Comment on peut capitaliser aujourd'hui justement sur cette parenthèse enchantée, sur cet esprit Jeux Olympiques et Paralympiques? De plein de manières, sur l'état d'esprit. C'est vrai qu'ils nous ont donné une sacrée leçon de vie, nos athlètes, surtout les athlètes en paralympisme qui ont été extraordinaires. Je pense sur l'inclusion aussi, sur l'emploi. Je suis président de Saint-Quentin à l'emploi et je pense qu'on a énormément de progrès à faire pour faire comprendre à nos associations, à nos entreprises que le handicap est une différence qui peut faire gagner les entreprises comme ils ont fait gagner la France. Et puis, je dirais sur l'attractivité, la notoriété, Saint-Quentin-en-Yvelines a marqué beaucoup de points et je pense qu'il faut continuer à surfer sur cette vague positive. Mais alors du coup, quelle place va ou peut occuper la pratique sportive dans votre politique éducative, plus précisément à la Verrière ? De plein de manières différentes. C'est vrai que sur la Verrière, on a mis en place du street workout, donc des équipements sportifs accessibles à tous pour promouvoir le fait de bouger, de montrer que le sport, ça peut être un élément de convivialité, mais aussi bon pour la santé. Donc on a mis en place différents espaces. C'est intergénérationnel ou là c'est plutôt les jeunes, le street workout? Eh bien, intergénérationnel. On a aussi des personnes un peu plus âgées qui aiment bien se retrouver, faire du vélo elliptique. Un peu d'abdos aussi. Bref, c'est vraiment, je dirais, faire que le sport soit en libre accès. Puis avec le département des Yvelines aussi, on met en place une politique d'accès aux associations avec les bailleurs sociaux. On essaye de rendre le sport accessible au moindre coût pour tous. Nicolas Dainville, comment se passe cette rentrée? Est-ce qu'elle est plus facile? C'est-à-dire c'était peut-être pas très dur au final que celle de l'année passée où on se souvient que entre 174 et 180 élèves étaient sur le carreau puisque 2 écoles avaient brûlé suite aux émeutes. Ça s'est passé comment cette année? Alors ça s'est très bien passé. On a fait une rentrée en musique avec le centre de musique baroque de la ville de Versailles qui nous a fait l'honneur de venir dans l'une de nos écoles avec nos musiciens de la Maison de la musique et de la danse. C'est un partenariat? C'est un très beau partenariat grâce à la préfecture des Yvelines qui permet d'initier à cet art baroque dans nos écoles l'opéra, les instruments, tout le patrimoine historique avec également l'hôtel des menus plaisirs à Versailles que
que l'on peut visiter régulièrement. Donc c'est un magnifique partenariat dont on est très fiers, qui a permis à cette rentrée de se faire. Île-de-France Mobilité nous finance aussi les bus qui permettent d'emmener nos enfants du quartier où les écoles ont brûlé jusque dans le nouveau quartier et dans cet établissement qui est prêté par la région et qui permet d'accueillir 5-10 minutes de bus. Voilà, une dizaine de minutes de bus. Une ligne de bus qui est gratuite pour les familles, qui coûte quand même 300 000 € par an à Île-de-France Mobilité et à 50 ans en Yvelines, qui prennent en charge ce transport. Donc une rentrée qui s'est faite dans les meilleures conditions. Et vous l'avez rappelé, l'année dernière, une rentrée aussi de manière très positive, avec une organisation d'un temps record pour aménager 8 salles de classe dans l'école qui accueille les enfants. Et puis, pour mettre en place ces lignes de bus, c'était mission impossible, mais grâce à la région Île-de-France, grâce à Saint-Quentin, on l'a fait. Et puis le département des Yvelines, qui est extraordinaire, qui nous aide pour la reconstruction du nouveau groupe scolaire, Horizon 2026. Pour la rentrée. On se souvient que Valérie Pécresse était très engagée effectivement sur cette question. Et ça représente combien d'élèves à reloger ? Alors on a à peu près 170 élèves qu'on a dû accueillir en un temps record dans cette école de la région. Et puis on a accueilli une quarantaine d'élèves dans une autre école maternelle de la ville. Donc c'est près de 200 élèves qui étaient privés d'école, privés de classe, à cause de ces émeutes, à cause d'un comportement d'une petite minorité d'individus, mais qui a pourri. Les auteurs qui ont été retrouvés depuis, monsieur le maire. Alors pas tous malheureusement, mais une partie a heureusement été retrouvée. Certains sont incarcérés. La ville s'est portée partie civile et donc on a hâte que la justice passe et qu'elle soit la plus ferme possible. Vous aviez déclaré à l'époque, donc à l'été 2023, les élèves retrouveront leur école en 2026, ils sont traumatisés à jamais. Est-ce que c'est toujours votre sentiment ou vous avez l'impression que le temps fait son temps, si je puis dire, et que les plaies se cautérisent petit à petit? Les enfants ont une capacité de résilience extraordinaire. Il y avait ce traumatisme au lendemain des émeutes. Certains me demandaient si la maîtresse avait brûlé. D'autres voulaient récupérer leur cartable, leur trousse, qu'on voyait encore au loin, mais qui était malheureusement couverte de suie et effectivement, pour la plupart, irrécupérable. Je pense que les enfants ont très vite retrouvé le sourire, grâce à tous les partenaires qui ont été incroyables, grâce aussi à un élan de générosité qui a été extraordinaire. Qui était insoupçonné à l'époque, de votre part, vous qui étiez jeune maire à l'époque? J'imaginais pas qu'on puisse être aussi solidaire en aussi peu de temps. Les villes se sont mobilisées, nos voisins, et on a pu encore cette année redistribuer des trousses, des cartables, des crayons qu'on a récupérés l'année dernière, mais qui étaient en trop, et qu'on a pu redonner encore aux élèves. Donc je dirais que je retiens aussi le positif de cette période terrible. C'est l'élan de générosité, la solidarité extraordinaire, et puis la petite flamme de l'espérance qui continue de briller pour reconstruire cette école le plus vite possible. Et avec la reconstruction de ces établissements, vous allez en profiter pour améliorer les bâtiments existants ? Oui, exactement. L'école, malheureusement, est quasiment intégralement calcinée, donc elle sera démolie. Là, il y a le plan de désamiantage, les travaux de démolition viennent de commencer. On a désigné le groupement d'entreprises qui va être chargé de la reconstruction. Et on va effectivement, on fait le pari d'une école un peu différente, aux normes environnementales les plus exigeantes par rapport à l'école qui datait des années 70, et puis aux normes architecturales d'excellence. On veut symboliquement mettre Henri IV au cœur du quartier. Donc ça va être une architecture assez classique pour symboliquement montrer qu'on va mettre l'excellence au milieu du quartier avec le partenariat avec le centre de musique baroque qui va se poursuivre et l'éducation nationale qui va aussi mettre cette excellence pédagogique au cœur des apprentissages. Sortie de terre pour ce groupement scolaire, normalement 2026, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir tenir le timing, respecter le timing où ça va être compliqué? Parce que j'imagine que c'est beaucoup d'argent, entre 15 et 20 millions d'euros qu'il faut trouver. Alors je sais que vous avez des aides de la région, j'imagine, et du département, mais que l'équation est parfois compliquée, parce qu'on sait que des fois les matériaux arrivent pas, et puis il y a des histoires d'assurance aussi. Oui. Vous avez très bien résumé dans votre question. Il y a effectivement le travail avec l'assurance qui se poursuit. Il faut vraiment que l'assurance joue le jeu pour qu'on soit remboursé à la hauteur du préjudice. Le travail financier avec le département qui fait qui joue un rôle extraordinaire. La région également qui nous a versé une subvention de 500 000 € d'avance de frais pour pouvoir avancer les premiers frais. Et on a fait le choix
d'une ossature bois dans notre école. Donc les délais seront réduits au maximum. Et puis beaucoup de préfabriqués qui permet d'assembler sur place et de monter une école magnifique en un temps record. En un temps record, effectivement, et pour respecter le timing de 2026. Pour qu'on se rende bien compte, la Verrière, donc juste à côté effectivement de Versailles, c'est 6 000 habitants. Exactement, 6 500 habitants. Et c'est 12 millions d'euros de budget. Voilà, annuellement, 9 millions en fonctionnement, le reste en investissement. Donc quand on parle de 15 à 20 millions d'euros pour rebâtir le groupe scolaire, c'est considérable. Pour nous, ça serait mission impossible de construire une nouvelle école sans les assurances, sans nos partenaires, l'État, la région, le département, l'agglo de Saint-Quentin, en Yvelines. Donc ils sont pour nous une bouée de sauvetage extraordinaire. Et l'amélioration des bâtiments, ça passe aussi par l'intégration des nouvelles technologies ? Exactement, on est une ville assez précurseur en la matière, grâce à 50 ans d'Yvelines, qui est une terre d'innovation. Donc on a effectivement misé beaucoup sur les outils pédagogiques les plus innovants. Donc on a du soutien scolaire en ligne qui est gratuit, on a remis des tablettes, également des cartables pédagogiques à nos élèves du CE1 au CM2 pour pouvoir bénéficier chez eux des applications pédagogiques, éducatives, en lien avec l'éducation nationale. On a également des petits robots pédagogiques pour apprendre le codage, la programmation informatique. Donc on a effectivement puissamment misé. Je veux bien qu'on s'arrête là-dessus, justement, sur le codage. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de maires qui misent sur le codage. Pourquoi c'est si important pour vous, le codage? C'est le langage de demain? Alors, d'aujourd'hui même. Steve Jobs disait « Apprendre à coder, c'est comme apprendre à penser ». Et c'est vrai que dans un monde en plein bouleversement, avec quasiment 80% des métiers qui vont être bouleversés par l'informatique, par le numérique, donner à nos enfants une culture numérique, c'est pour nous essentiel. Aujourd'hui, il faut apprendre bien évidemment à lire, à écrire, à compter, à parler anglais. Ça devient aujourd'hui indispensable. Mais une des 5e compétences indispensable à notre avis dans ce monde qui bouge, c'est vraiment cette compétence numérique et cette initiation à la programmation informatique. C'est aussi la culture d'ingénieur dont vous parlez, c'est ça? Exactement. Et ça passe par des cours de programmation? Exactement. On a des concours organisés dans notre territoire, ski-rob, robotique, qui challenge nos enfants sur cette thématique de l'informatique, du numérique, et donc avec des petits robots, le Timio, le Nao, le Bibot, tous ces petits robots informatiques, ils sont initiés à la programmation informatique, ils se challengent entre écoles, entre villes, et ça crée une sorte de Jeux olympiques sur la thématique. Avec une remise de prix à la clé. Avec une remise de prix, une ferveur incroyable, une émulation, des professeurs qui jouent le jeu, qui sont aussi dotés d'ordinateurs portables dans notre commune pour pouvoir accompagner nos enfants. D'ailleurs, on a commencé cette émission en vous demandant comment allaient vos élèves, mais comment vont vos profs? Parce qu'eux aussi, ils ont été incroyablement marqués, on les comprend, bien sûr, suite à ce triste épisode. Des professeurs extraordinaires, une communauté éducative dans son ensemble, avec les ATSEM, avec tous ceux qui travaillent à la cantine, dans nos écoles, les directeurs, les directrices, qui ont été vraiment impressionnants, qui vont bien, mais qui ont été très marqués et qui, je trouve, ont fait preuve d'un esprit de résilience assez impressionnant, et je leur tire mon chapeau. La ville a lancé sa plateforme de soutien scolaire en ligne, et vous l'avez dit assez rapidement, monsieur le maire, mais je vais le redire, c'est entièrement gratuit. Pourquoi avez-vous justement initié l'installation de cette plateforme ? Alors, parce qu'on a vu l'effet dans d'autres communes, notamment à Élancourt, qui est la commune voisine, qui a beaucoup misé sur le numérique. On a vu que c'était une manière pour beaucoup de familles d'avoir accès au soutien scolaire gratuitement, notamment pour des familles qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un professeur particulier. C'est une plateforme qui fait ses preuves, puisque ce sont des exercices et des cours qui sont créés, validés par l'Éducation nationale. Et donc, il nous a semblé important pour l'égalité des chances à l'école, pour donner la capacité de réussir, quelle que soit son origine sociale, de miser aussi sur le soutien scolaire, qui s'accompagne aussi d'études dirigées que nous avons mis en place. Donc, c'est vraiment... L'humain est essentiel, mais pour ceux qui n'y ont pas forcément accès, d'avoir la possibilité de s'entraîner tout en s'amusant, puisqu'il y a aussi un aspect ludique, nous a semblé important. 4 000 cours en vidéo, 20 000 fichiers de cours, 100 000 exercices interactifs, 7 000 illustrations animées, 2 500 sujets corrigés, ça fait beaucoup. La plateforme qui permet également aux parents d'obtenir un bilan individualisé, c'est ça? Exactement. On parlait de l'humain.
tout ce que vous évoquez a de sens s'il y a un accompagnement. Et c'est pourquoi la ville a aussi recruté 2 conseillers numériques, grâce aussi au soutien de la préfecture, de l'État, pour accompagner les familles qui sont le plus éloignées sur ces enjeux du numérique, pour pas que les gens soient sur le bord du chemin sur ces sujets. Donc ces 2 conseillers numériques accompagnent à la fois les seniors, mais aussi les familles, notamment sur le soutien scolaire, pour qu'elles utilisent au mieux cette possibilité, cette plateforme numérique. Monsieur le maire, vous restez avec nous, c'est l'heure de la loupe, et c'est avec Alix. Et Alix, tu nous parles aujourd'hui d'un musée itinérant. Exactement, il s'appelle MUMO. Ce musée sillonne les villes à bord d'un camion spécialement aménagé. Il est conçu pour les enfants de 6 à 12 ans et plus exactement pour ceux qui n'ont pas facilement accès à la culture. Le MUMO va directement à leur rencontre, que ce soit dans une cour d'école, un centre de loisirs ou même un parking de quartier. Il a d'ailleurs fait escale au collège Blaise Pascal à Plaisir dans les Yvelines et sera de retour dans la région à Saint-Arnoux en Yvelines dès le 30 septembre. Ce musée mobile existe depuis 2011. Il a parcouru 7 pays en Europe et en Afrique pour offrir aux enfants une initiation à l'art contemporain avec des œuvres créées spécialement par une vingtaine d'artistes internationaux. Et en 2022, il devient le MUMO Centre Pompidou en partenariat avec le célèbre musée parisien. 25 œuvres issues des collections du Centre Pompidou créées par 13 artistes et couvrant différentes techniques, la sculpture, le dessin, la peinture, la photographie sont exposées dans ce musée itinérant. Aujourd'hui, le projet est entré dans les politiques publiques. On écoute Ingrid Brochard, la fondatrice du MUMO. Quand j'étais petite, de par mon éducation, j'ai pas du tout eu la culture muséale ou aux arts. Je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué, j'ai découvert plus tard. Et en créant le musée mobile, j'avais envie de donner cette opportunité de rencontre entre les enfants et les œuvres. Je me suis inspirée du bibliobus. Quand vous n'avez pas une bibliothèque près de chez vous, il y a le bibliobus qui passe vous apporter des livres. Le MUMO, c'est ça. C'est un camion rempli d'œuvres d'art qui vient à la rencontre des enfants. L'idée, c'était de partir d'un camion existant, mais je voulais vraiment que ce camion, il y a vraiment un événement quand il arrive sur place, un peu à l'idée d'un petit cirque qui va s'installer dans un village. Et l'idée, c'était vraiment de donner la possibilité aux enfants d'avoir accès à l'art contemporain de façon toute simple. Et Ingrid est persuadée que l'art peut changer les perspectives. À ce jour, 160 000 enfants ont pu découvrir le MUMO, dont 60% n'avaient jamais mis les pieds dans un musée auparavant. Monsieur le maire, que faites-vous pour améliorer l'accès à la culture ? C'est central, démocratiser l'accès à la culture. On a une médiathèque, grâce à 50 ans en Yvelines, qui permet quand même l'accès aux livres, l'accès aux films. On a également des séances de cinéma plein air, avec des classiques du cinéma français qu'on partage. Et puis je dirais, on a surtout une salle de spectacle qui s'appelle le Scarabée et qui propose toute une programmation culturelle très riche, très variée. Il y en a pour tous les âges, tous les goûts, et notamment un spectacle qui s'appelle Historock, qui va parler de la France des cathédrales à la France du général et qui va transmettre aux enfants plein de moments d'histoire de notre pays pour travailler aussi sur cette unité nationale qui fait aujourd'hui un peu défaut dans une France un peu fracturée. Après les émeutes, on en a parlé, il faut qu'on soit unis et notre histoire est un facteur d'unité et on mise là-dessus. Là derrière, on l'a précisé, c'est 12 millions d'euros de budget annuel. La culture, c'est très bien, on l'a vu, mais ça coûte, tout comme les infrastructures sportives. Et on connaît la situation qui est très difficile avec l'inflation, avec le prix de toutes les matières premières qui augmente, et on en a parlé effectivement pour les écoles. Comment on fait les choix ? Est-ce qu'on doit faire des choix coordonnés en final pour continuer à proposer toutes ces activités? C'est un véritable choix politique. Exactement. C'est très difficile d'être maire aujourd'hui. On parle de millefeuille territorial. Certains parlent même de pièces montées, tellement il y a d'acteurs. Les budgets sont à la baisse. Et donc, il faut effectivement faire des choix cornéliens. La culture, on maintient vraiment la culture malgré ce contexte budgétaire difficile. On a la médiathèque, on a cette salle de spectacle, on a une équipe de quasiment 15 personnes, cette maison de la musique et de la danse, pour vraiment transmettre aussi l'art musical. Mais c'est vrai que... Du coup, on peut couper où, du coup ?
Parce que tout devient essentiel, tout est essentiel. Ah bah, tout est essentiel. Si on revient pas sur la essaie culture et le sport. de faire mieux avec moins. On essaye de trouver des recettes ailleurs. On essaye par exemple de miser sur le mécénat. Dans tous nos événements, on sollicite nos entreprises pour du sponsoring, pour des dons, en échange d'une visibilité pour l'entreprise, mais ce qui permet effectivement de baisser le coût de nos événements. On fait un événement par exemple autour des Mustangs, cette belle voiture américaine. Donc il y a une centaine de Mustangs qui viennent à la Verrière. On est la capitale francilienne de la Mustang. Je ne savais pas. Et pour diminuer c'est pour ça qu'il y a autant de bruit toujours. Exactement. Pour diminuer le coût de cet événement, des entreprises sponsorisent le moment. Et donc, et en plus, on fait appel au bon cœur des Mustangers qui récoltent un peu d'argent en échange des baptêmes en Mustang qu'on reverse à des associations. Donc voilà, on trouve, je dirais, des méthodes un peu originales. Il faut être créatif, c'est ça. Créatives pour faire tout aussi bien avec beaucoup moins de moyens. Combien de quartiers vous avez classés en QPV? Et j'ai ce souvenir d'il y a un an, je crois, d'une vidéo où vous deviez batailler pour maintenir justement le label, si je puis dire, d'un certain quartier. Exactement. On a, ça avait donné quoi finalement? Nos 3-4 grands quartiers, il y a un quartier de la Gare en développement, on a 2 quartiers en QPV. Le préfet s'est beaucoup mobilisé à nos côtés pour maintenir effectivement un quartier qui s'appelle Orly Park en QPV. Oui, c'était le Orly Park, vous aviez fait une vidéo, ça avait pas mal buzzé, mais du coup il faut mouiller sa chemise pour fouiller soi-même. Et c'est vraiment important parce que si ce quartier était sorti d'Orly Park, c'était des moyens en moins. Par exemple pour les colos apprenantes, c'est des colonies pédagogiques dont bénéficient nos habitants issus des QPV. On aurait pu être privé de ce dispositif pour nos habitants d'Orly Park, pour le nombre d'élèves dans les classes, pour l'accès à tout un tas de moyens financiers. Le fait d'être en QPV, en quartier prioritaire de la ville, donne accès à tout un tas de dispositifs. Donc ça aurait été dramatique d'en sortir et on a pu maintenir ce quartier d'Orly Park grâce au préfet, grâce à la mobilisation des habitants et des élus dans ce précieux dispositif. C'est une manne financière, mais c'est aussi, vous l'avez dit, monsieur le maire, beaucoup de dispositifs. Ça marche ? Oui, ça marche, mais je pense qu'il faut plus de moyens. Alors, le maire que je suis, forcément, réclame plus de moyens pour, par exemple, avoir les ATSEM, vous en parliez. C'est vrai qu'on a dû nous diminuer notre nombre d'ATSEM à cause de notre... Donc, les ATSEM, ce personnel qui accompagne les enseignants, c'est vrai que c'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait, mais quand on a moins de moyens, il faut rationaliser le personnel. On pourrait faire beaucoup plus si on avait des moyens de l'État. Et puis, sur la médiation sociale, on a heureusement des médiateurs, mais on pourrait faire davantage, notamment sur les médiations auprès de la jeunesse, en termes d'éducation populaire. Donc voilà, plus de moyens permettrait de faire beaucoup plus. Et puis je pense un autre regard sur la banlieue. On parlait d'architecture. Je trouve qu'il faut changer l'architecture. Il ne faut pas une architecture stéréotypée banlieue, stéréotypée cité. On va développer un nouveau quartier, on va prendre le contre-pied. On va essayer, nous, d'avoir une architecture traditionnelle, classique, de village, pour justement aussi... inverser la vapeur, changer un peu l'image qu'on peut avoir de la banlieue. Et puis sur la culture, il ne faut pas que du rap, pas que du slam, pas que des graphes, pas que du hip-hop, même si c'est bien. Il faut aussi de l'esprit baroque, du théâtre, de l'art français plus traditionnel. C'est aussi ça la diversité. Qu'est-ce qui vous anime, vous, en tant que maire? Je vous ai croisé effectivement au Congrès des maires. Il y en a pas mal, ça fait 3 ans que je le fais. Il y en a beaucoup qui vous souhaitaient jeter l'éponge, qui étaient aux commandes depuis plusieurs années. On dit toujours que c'est la passion qui les tient un peu comme les professeurs, mais j'ai quand même le sentiment que là, l'équation devenait un peu trop compliquée et qu'ils perdaient la flamme. Vous qui avez été élu il y a 4 ans maintenant, qu'est-ce qui vous anime? Ce qui m'anime, c'est de voir des jeunes réussir. On fait une soirée des réussites, c'est assez extraordinaire de voir ces témoignages de jeunes issus de nos quartiers qui passent le flambeau aux nouvelles générations, qui expliquent leur parcours dans des métiers très variés, journalistes, avocats, médecins, plombiers, artisans. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire de voir ces jeunes qui cartonnent, qui réussissent, qui s'en sortent et qui ont envie de rendre aux nouvelles générations ce qu'ils ont reçu, parce que souvent, quand même, la France, la ville, n'est pas totalement indifférente dans leur réussite, même si ils doivent beaucoup à leurs parents et à eux-mêmes. Mais de contribuer à la réussite des gens, je trouve que, modestement, à notre niveau, c'est ça qui maintient la petite flamme de l'espérance. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la Verrière a passé le plus dur et que l'heure est à la reconstruction et que vous avez parlé de cet élan de positivisme, je ne sais pas si ça se dit comme ça, et d'espoir surtout. De positive attitude. Positive attitude, et c'est go.
J'ose espérer que le plus dur est derrière nous, mais je dirais qu'on voit aussi dans l'actualité internationale, l'actualité nationale, qu'on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Ouais. Donc voilà, je reste, je dirais, vigilant. Je pense que le gouvernement et le nouveau gouvernement a beaucoup de pain sur la planche. C'est vrai qu'il est arrivé. Cette unité nationale pour régler les problèmes d'insécurité qui pourrissent la vie des honnêtes gens dans nos quartiers. Parler des rodéos. Les rodéos, c'est une plaie. Il faut vraiment qu'on arrive à y lutter de manière beaucoup plus forte, de changer la peur et d'avoir une justice beaucoup moins laxiste, beaucoup plus rapide, d'avoir des peines, y compris petites peines, mais qui s'appliquent beaucoup plus rapidement pour qu'elles aient beaucoup plus de valeur auprès de ceux qui pourrissent la vie des gens. L'expulsion également des délinquants de leur logement, notamment ceux qui ont brûlé nos écoles. L'attente de beaucoup de gens du quartier, c'est que ces familles qui dysfonctionnent ne puissent plus leur nuire. Ouais. Donc je pense vraiment que le gouvernement devrait mettre plus de fermeté, plus de respect de l'autorité, nos pompiers, nos policiers, nos professeurs, nos élus. Bref, j'attends beaucoup de ce gouvernement pour répondre aux maux de la société française. Merci infiniment, monsieur le maire. Nicolas Dainville, qui est le maire de la Verrière, vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et vice-président du département des Yvelines. Merci à vous. J'ai oublié quelques autres casquettes, mais vous reviendrez. Alix, on se retrouve demain. Ciao, ciao. Merci de nous avoir suivis.